Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité pour OMSA Télévision. Bienvenue dans votre émission Afrique Émergence, unique et inégalable au cœur des problèmes panafricains. Les développements panafricains ou l'émergence panafricaine, comment les jeunes doivent s'y répondre. Nous sommes en bonne compagnie avec nos deux invités, nous allons débriefer cela. À ma droite, je monsieur Samson, secrétaire général, adjoint de la partie Levons et Bâtissons, parti cher à Bokulaka, Aleb Olodja. Monsieur Samson, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Oui. Et merci pour l'invitation sur cette chaîne. D'ailleurs, j'ai apprécié l'intitulé de votre chaîne Afrique Émergence, parce que ça nous permet non seulement de réfléchir Congo, mais aussi de réfléchir et de parler au-delà des provinces, au-delà de nos frontières. Et donc nous devons avoir une réflexion beaucoup plus élargie sur l'Afrique. Nous pensons que c'est très important et très capital même que ces genres d'émissions soient organisées à tout moment, parce que ça nous permet non seulement d'aborder tous les problèmes qui menacent l'Afrique, mais aussi tous les problèmes qui agacent notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous m'avez présenté, donc je suis le secrétaire général adjoint du parti politique Levons et Bâtissons, un parti cher au président national Alain Bolodjoa, que je salue d'ailleurs en passant. Et donc nous sommes ce parti-là qui s'inscrit dans une vision révolutionnaire. Mais nous n'allons pas parler politique ici, nous allons parler développement panafricain. Nous parlons développement, mais je présente juste le parti, un parti cher au président national Alain Bolodjoa. Et donc nous sommes dans cette vision-là. Et nous sommes parmi ceux-là qui se battent nuit et jour contre les systèmes impérialistes, les systèmes néocoloniaux que les Blancs veulent nous imposer. Et je pense que tout Congolais et tout Africain conscient devrait s'aligner sur cette ligne-là. Voilà. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. On va y revenir chez vous. À ma gauche, nous avons M. Patrick. Il est coach en développement personnel. M. Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Vous allez bien? Très bien, merci. Et merci pour la collaboration. Merci, on espère bien que ça va bien se passer. Merci. Le développement panafricain, nous allons commencer avec vous comme coach de développement personnel, le développement panafricain ou l'émergence panafricaine. C'est quoi le développement d'abord personnel? Le développement personnel, c'est en soi l'ensemble des pratiques qui sont reliées ou qui appartiennent à divers courants de pensée et qui ont pour objectif l'amélioration de soi, premièrement, l'amélioration de la qualité de vie, la valorisation des potentiels et des talents qui sont dans des gens, ainsi que la réalisation des aspirations et des rêves pour chacun, comme tout le monde est né nécessairement avec des rêves qui nécessitent juste d'identification. Donc toute personne qui a réussi sa vie, il a développé sa qualité personnelle. Justement, parce qu'on ne peut pas y arriver, dans une réussite si on n'a pas un processus, parce qu'on dit la réussite est nécessairement un processus à suivre. Donc une personne qui est arrivée, au moins qu'il réussisse à la loterie, qu'il réussisse au jeu du hasard. Mais sinon, je vais parler de la réussite dans le sens de toute personne qui entreprend dans un domaine spécifique, qui a travaillé pour cette réussite. Ce n'est pas une réussite d'hasard au moins. C'est ça. D'accord, on va y revenir. Monsieur Samson, monsieur le secrétaire général, d'après les Levons et Bâtissons, c'est quoi le développement? Bon, je pense que la question ne peut pas être adressée à notre parti politique. Non, mais quand vous créez un parti politique, vous avez définir le développement, pour définir le développement, justement parce qu'il y a eu beaucoup de théoriciens qui ont défini ce concept-là. Par exemple, si nous prenons un grand théoricien qui est François Pérou, lui, quand il définit le développement, il met beaucoup plus l'accent sur les changements des structures mentales. Et donc, on ne peut parler de développement que lorsqu'il y a les changements des structures mentales. Et quand il parle, il évoque des structures mentales, là, il voit d'abord le psychique. Donc, le développement, avant d'être quoi que ce soit, il est d'abord mental. Et un peuple qui n'est pas développé mentalement, et donc c'est un peuple aliéné, c'est un peuple qui est appelé à être colonisé. Et donc, pour lui,
il se spécifie à ce niveau-là. Mais au-delà de lui, il y a un autre auteur, c'est un anthropologue, lui c'est Olivier Desardins. Lui aussi, quand il définit le développement, il pense que le développement, ce n'est qu'une forme de transformation sociale. Et à cette définition, il y a Guy Rocher qui ajoute effectivement que lorsqu'on parle du changement social, on fait allusion à toutes formes de transformation qui sont observables dans le temps, qui n'est pas peut-être éphémère. Et donc vous comprendrez que le développement, c'est un concept en soi qui a toute une litanie de définitions, et cela dépend d'un auteur à un autre, d'un théoricien à un autre. Et donc ce n'est pas un concept qui est figé, et donc il est polysémique. Merci. Voilà. Nous, Monsieur Patrick, ici au Congo, nous avons par exemple dans des partis politiques, dans des ONG, nous avons des personnes de 50 ans qui ont les présidents de la jeunesse. Et à quel âge nous sommes jeunes, ou qui est jeune d'abord? Un jeune, c'est premièrement un état d'esprit bien construit, parce que pour qu'on te traite d'un jeune, il faut qu'il y ait une jeunesse avec le J en majuscule. Cette jeunesse qui réfléchit, cette jeunesse qui sait que la responsabilité de ma vie, c'est moi-même. Ce n'est pas une jeunesse qui rejette ses responsabilités sur les dos du gouvernement congolais ou sur les dos d'autres personnes. Donc, une personne jeune ne peut pas rejeter la faute au gouvernement. Un jeune qui n'est pas conscient ne peut pas rejeter toutes ses responsabilités. Parce qu'on dit, mais il peut quand même le rejeter, mais pas toutes. Mais en général, on est responsable de notre vie. On peut comprendre que le gouvernement a une part des choses dans ce qui concerne le développement, mais il n'a pas la totalité de responsabilité sur nous, parce que ce n'est pas une personne qui doit t'aider à changer ta propre mentalité si toi-même tu ne décides pas. Il n'a pas la totalité, mais les grandes lignes, c'est lui qui... Les grandes lignes, c'est nous. La grande responsabilité nous revient. Parce que le gouvernement ne peut pas être responsable des grands rêves qui sont dans les têtes des jeunes, vous voyez. Si le jeune n'arrive pas à explorer premièrement son rêve, comment le gouvernement doit le soutenir? Si un jeune n'arrive pas à décider de pouvoir changer sa vie. C'est pourquoi je parle de développement personnel, parce qu'on ne peut pas parler du développement dans un pays si on ne parle pas du changement des comportements d'un jeune. Et qui doit décider qu'on puisse changer de comportement si ce n'est pas nous-mêmes? Si nous décidons de le faire, et là le gouvernement peut être équilibré, parce que s'il arrive un moment que tout jeune a pris une conscience sur sa propre vie, moi je peux promettre que le développement du pays sera automatique, parce que tout le monde sait premièrement développer, et il n'y aura pas d'effort à consentir pour développer un pays. Attendez, revenons d'abord. Le développement personnel, le développement communautaire plutôt, dépend du développement personnel. Justement. Vous voulez me faire comprendre qu'ici en Afrique ou au Congo, les personnes ne sont pas développées individuellement, la majorité. La majorité n'est pas... C'est ce qui constitue le sous-développement de tout un pays, c'est le fait que chaque jeune n'a pas pris en main sa vie. Chaque jeune n'a pas pris en compte ses responsabilités ou sa charge personnelle. Il faut qu'on travaille, parce que moi je dis, le développement personnel consiste premièrement à travailler sur soi, à s'améliorer soi-même, essayer de comprendre sa propre vie, en se posant la question, à quoi est-ce que je vais ressembler demain ou après-demain? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous comprenez? Si tout le monde prend cette conscience et se pose la question sur la phase de l'exploration d'une vie personnelle, il se dit, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais de ma vie demain? Il peut passer facilement une prise de conscience. Merci beaucoup. Nous sommes avec un coach de développement personnel. On peut passer toute une journée. Il va nous expliquer, il va nous donner des exemples en exemples. Merci. Monsieur Samson, c'est qui est jeune d'abord? Bon, je pense qu'il faut faire un distinguo, surtout lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle du concept jeune. Voyez-vous? Parce qu'il y en a, il y a de ceux-là, lorsqu'ils définissent le concept jeune ou jeunesse, ils mettent beaucoup plus d'accent sur les facteurs âge, alors que les autres, en les définissant, ils vous diront non, le développement n'est pas lié à l'âge, mais il est plutôt, le concept jeune n'est pas lié à l'âge, mais il est plutôt lié à un état d'esprit, il est plutôt lié aux facteurs psychiques. Et donc il faut faire cette différence-là, et c'est pour cela, moi je ne voudrais pas, n'est-ce pas, rester cantonné sur ce facteur âge, mais ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que est jeune d'abord toute personne qui se trouve dans une période de construction ou dans une phase de construction de sa vie. Toute personne qui est dans cette phase-là, il est jeune. Parce que la jeunesse,
C'est cette période-là où la personne essaie, n'est-ce pas, d'apprendre, une période d'apprentissage, une période où la personne conçoit, n'est-ce pas, sa vie et cherche à se définir dans sa société. Et je pense que c'est ça même la définition qui convient en lieu et place d'être cantonné sur la définition qui est axée généralement sur les facteurs âge. Est-ce que les jeunes sont-ils prêts à prendre les responsabilités, à accepter les développements, l'émergence, à être les porteurs du vecteur, les vecteurs du développement africain? Bon, moi je pense que les jeunes constituent ce que j'appelle la plaque tournante devant laquelle tout développement doit se passer. On ne peut pas parler du développement et écarter les jeunes, parce que si vous constatez aujourd'hui les pays qui sont dits développés, à tout moment, devant des occasions, sinon des opportunités, ils ont toujours besoin de notre jeunesse. Vous constatez qu'ils font appel, ils ont besoin d'une main-d'œuvre africaine pour le développement de leurs industries. Et donc cette jeunesse que nous marginalisons ici au Congo, c'est une jeunesse qui est valorisée ailleurs. Et le développement... Mais il est valorisé pour des petits travaux, non pour des grands travaux. Non, il faut aller dans des pays développés pour voir la part de la jeunesse dans le développement de ces pays-là. Peut-être c'est ici, dans nos pays, généralement des pays africains, où vous allez voir une jeunesse qui est clochardisée, où vous allez effectivement voir une jeunesse qui est vouée à elle-même et qui est délaissée, une jeunesse qui est manipulée, qui est réduite, n'est-ce pas, à des miettes d'argent, une jeunesse réduite au polo. Ailleurs, ce n'est pas comme ça, parce que le développement nécessite la participation des jeunes. Je voudrais revenir là-dessus parce que il y a beaucoup d'éléments autour desquels nous devons parler sur le développement, parce que ce sont des concepts liés, le développement et les jeunes. L'un ne peut s'en passer de l'autre. Parler du développement implique nécessairement la participation des jeunes à ce développement-là. J'ai tantôt défini le développement et je vous ai donné quelques théoriciens qui ont avancé leurs arguments, qui ont défini différemment ces concepts-là de développement. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le développement, ce n'est qu'un processus qui est cumulatif. Cumulatif, et pourquoi? Parce que le développement ne vise pas un seul secteur. Le développement est d'abord social, il est économique, il est culturel, le développement est environnemental, et c'est pour cela qu'il y a eu l'émergence d'un concept qu'on appelle le développement durable et le développement soutenable. Et donc, l'assemblage de tous ces critères-là, si toutes ces conditions-là sont réunies, c'est à ce moment-là qu'on parle du développement. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup de cacophonie autour de ça. Vous voyez, chutez là, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de chuter parce que c'est très important. Vous voyez, quand on parle du développement, généralement, il faut, n'est-ce pas, les situer dans des approches. Il y a une approche qui est quantitative, mais aussi il y a une approche qui est qualitative. C'est ce qu'on appelle en sociologie les tout socio-culturels. L'approche quantitative, quant à elle, met l'accent sur la croissance économique. Et donc, l'augmentation des richesses dans un pays, alors que l'approche qualitative, quant à elle, met plutôt l'accent sur l'amélioration des conditions de vie. Et très souvent, le baromètre qui permet à mesurer ce développement-là, c'est la qualité des conditions de vie. Si un pays est riche, alors que les conditions de vie sont faibles, je ne pense pas si on peut parler du développement. C'est le cas de la RDC aujourd'hui. Nous sommes un pays qui se veut riche. Nous avons des potentiels, mais est-ce que ces potentiels-là profitent aux Congolais? Non. Et donc, vous allez vous rendre compte que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes toujours dans l'incapacité, n'est-ce pas, de nous défaire de ces paradoxes-là, de sortir de ces paradoxes-là d'un pays à forte potentialité, mais un pays à forte potentialité dont la population continue, n'est-ce pas, à vivre dans la pauvreté, et la population continue à vivre dans une misère atroce et en dessous même du seuil de pauvreté. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Vous êtes contre le développement personnel. Vous rencontrez tout le temps les jeunes, tous les jours. Vous êtes en permanence en contact avec les jeunes. Est-ce que les jeunes sont-ils prêts à être les vecteurs du changement panafricain? Bien sûr, le travail c'est difficile, mais
C'est pas parce que c'est difficile que cela est impossible pour développer une jeunesse. C'est pourquoi je vais y aller, parce que j'accompagne de jeunes en développement personnel, prise de conscience également. Je le fais beaucoup plus. Et je vais rappeler des problèmes qu'on a eu à rencontrer, des problèmes généraux qu'on a eu à rencontrer. C'est premièrement les problèmes de consolidation, comme je l'ai dit au début. Et le deuxième problème, on a rencontré des problèmes de prise de conscience. Troisième problème, un problème d'instruction ou de se construire. Les jeunes n'arrivent pas à se construire parce qu'ils ne sont pas amoureux de l'apprentissage, comme l'ami l'a dit. Et le quatrième, c'est un problème lié à l'exploration, premièrement. Alors, nous avons constaté que beaucoup de jeunes ont du mal à identifier la vraie personne qu'ils sont. Parce que les potentiels sommeillent dans tout jeune. Tout jeune est né avec plusieurs rêves. Même si tu es chez moi là-bas à Mobaïmbongo, à Guémena. Oui, sûrement. Je parle de la République et de l'Afrique en général parce que je ne suis pas en train d'être un peu... oui, je vous comprends. Voilà, je parle de la jeunesse en général, en Afrique, partout dans le monde. Chaque jeune est né avec un potentiel. Un potentiel peut être celui de réaliser quelque chose qui te passionne. Tu poses une question à un jeune. Qu'est-ce que tu aimes faire de ta vie? Il n'a pas d'idée. C'est comme même Jésus, même dans la Bible, quand il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il était prêt à dire que je vais voir. Mais un jeune n'arrive pas à répondre à la question, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Parce qu'il ne se connaît pas. Si chaque jeune... S'il vous plaît, attendez là. Ouais. Il ne se connaît pas ou bien les conditions ne sont pas permanentes pour qu'il se connaisse? Non, mais j'ai donné l'exemple de Bartimée. Bartimée savait qu'il ne voyait pas. Son premier souci majeur, si une personne le rencontrait un jour pour lui demander qu'est-ce que tu veux, il était facile de dire que je vais voir, parce que c'est ça le problème qui le dérange. Mais il y a, dans la société actuelle, un jeune ne connaît pas les problèmes. Si on vient maintenant on lui dit, si on te fait $1000, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Parce qu'on n'a pas appris ça depuis les maternelles, les bas âges, comment avoir des projets. D'ailleurs, vous ajoutez un problème très important, c'est qu'il y a à la base un obstacle premier qui fait à ce qu'un jeune ne puisse pas s'explorer. Tout commence dans la famille. Les parents qu'on a eu, est-ce que ces parents nous ont fait comprendre qu'on mérite aussi mieux dans la société? Parce qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants qu'ils ne méritent rien. Ça vaut vraiment la peine. Tu as sémé quoi dans ton enfant? Une pensée négative. Et quand il va grandir, il va se dire, ah, papa m'avait dit que je suis un con. Et du coup, il grandit avec cette idéologie-là qui ne mérite rien dans la société. Le parent, il est à la base de ça. Deuxièmement, l'école, les universités ou les milieux ou les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo, il est aussi buté à ces soucis de conformité. Ils ont formaté la mémoire de jeunes pour leur faire comprendre que si tu ne pars pas à l'école, tu ne peux pas réussir ta vie. Alors que tu vas à l'école, après l'école, il te faut chercher de l'emploi où on exige une expérience professionnelle de 5 ans. Comment un enfant qui vient de finir l'université peut avoir une expérience de 5 ans? Un problème. Mais si ce jeune comprend que même si je ne vais pas chercher de l'emploi, avec ma capacité, mes compétences, bien qu'il y a un système corruptif actuellement, il y a des diplômes qui ne méritent pas vraiment être explorés, mais avec tes capacités, tu as appris beaucoup, tu peux créer une entreprise et devenir un créateur d'emploi qu'un demandeur d'emploi. Est-ce que cette jeunesse a pris cette conscience? La famille doit travailler dur sur leurs enfants en leur faisant comprendre. Si vous me permettez de raconter une petite histoire qui m'inspire la plus. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui partait à l'école. Il n'était pas vraiment intelligent, bien que tout le monde est né intelligent. Et il dérangeait, un grand dérangeur dans la salle des classes. Un jour, l'école a décidé de le virer de l'école. Ils ont dit non, on va le renvoyer. On lui a fait une note, on a mis dans une enveloppe. On lui a remis, on lui a dit, vas-y avec cette note, ne l'ouvre pas, remets ça à ta maman. Et tu es renvoyé de l'école. L'ami, il rentra avec la note à la maison, il a remis à maman l'enveloppe. Maman a ouvert l'enveloppe, elle a commencé à lire cette enveloppe. Et dans l'enveloppe était écrit, ton fils est un con, ton fils n'est pas intelligent, ton fils est un grand dérangeur, il ne mérite aucune école de la cité. Azamaël était. Donc, Baro Yamba une école mon côté. Alors la maman sourit devant l'enveloppe, devant la lettre. L'enfant lui demande, mais maman, pourquoi tu ris? La maman lui dit, l'école t'a renvoyé parce que tu es assez intelligent et tu ne mérites pas l'air lycée. Tu mérites des grandes écoles de cette nation que l'air lycée. Maman a regardé. Et qu'est-ce que maman a fait? Il a commencé à travailler sur l'enfant. Il a commencé à l'encadrer à la maison. Il a commencé à l'orienter. Jusqu'à ce que cet enfant sorte. Il prend un miroir. Il projette sous le soleil. Le miroir donne de la lumière à la maison. Il se crée une ampoule.
Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison, celui qui a inventé une ampoule électrique. Évidemment. Voilà. Si la maman ne lui avait pas, si la maman n'avait pas transformé cette nouvelle de la sorte, si elle n'avait pas motivé. Donc la base de tout, c'est la motivation. La motivation. Les parents sont à la base de la motivation de leurs enfants. Faites comprendre aux enfants que vous méritez mieux dans la société. Vous êtes en train de taquiner nos parents là. Je parle à ces parents qui ont cette habitude. C'est un conseil. Je le taquine. Peut-être qu'on est tous passés par là. Les parents nous ont traités qu'on ne méritait pas mieux que ça. Si la maman n'avait pas motivé son enfant comme ça, peut-être qu'on n'aura pas d'ampoule électrique aujourd'hui. D'où la motivation commence dans la famille. Quand on va à l'école, je vais lancer un défi à l'école. Les enseignants sont à la base de faire comprendre aux élèves que chacun a sa part des choses. Ne faites pas la nature de traiter un poisson par sa capacité à grimper un arbre. Parce que si l'on traite un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il risque de se sentir stupide toute sa vie. Mais place-le dans l'eau, tu verras exactement de quoi il est capable. Exactement à l'université, il faut que tout le monde ait la bonne note en mathématiques. Ce n'est pas le cas. Est-ce que qui a dit qu'il faut que tout le monde ait une bonne note en mathématiques? Peut-être que l'enfant que tu es en train de traiter d'un camp... Donc vous remettez encore l'éducation... Dans ces facteurs d'obstacles, l'éducation doit travailler sur le fait de comprendre la passion de chaque élève et de chaque étudiant. C'est une orientation. Je lance vraiment ces défis comme ça. Merci beaucoup. Les enseignants sont en train de vous suivre, les ministres également. Monsieur Samson, comment les gens peuvent prendre conscience? Les coachs de développement personnel viennent de nous dire, les gens ne sont pas conscients, les gens n'ont pas la confiance. Comment les jeunes peuvent consolider, peuvent prendre conscience? Bon, moi je pense que l'ami a évoqué des points qui sont très importants. Nous sommes en train de parler de la jeunesse. Et dans l'entame, j'ai dit que nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est clochardisée, une jeunesse qui est facile à manipuler, et c'est là où même il y a le nœud du problème. Une jeunesse qui n'est pas capable, sinon je dirais à mesure de prendre sa responsabilité à main. C'est vrai, on peut beau décrier, on peut beau accuser X ou Y, mais généralement, si vous regardez très bien, la responsabilité première revient à cette jeunesse-là. Parce que, on dit toujours que la jeunesse est délaissée, oui c'est vrai, mais est-ce que cette jeunesse-là a pris conscience? Parce que lorsque la jeunesse prend conscience aujourd'hui, je pense qu'elle est capable de tout faire. La jeunesse, c'est cette force motrice-là qui permet à ce qu'un développement se développe. Si vous partez dans des pays qui se dit aujourd'hui développés, ces pays se sont développés justement parce qu'il y a eu une part importante de leur jeunesse dans le processus de développement. Mais qu'est-ce que nous faisons de la jeunesse congolaise et particulièrement de la jeunesse africaine? Nous n'en faisons rien. Ouais. Et donc c'est là où il y a le nœud du problème. Mais aussi, personnellement, je suis en train d'acquiser la même jeunesse, mais aussi acquiser ceux qui doivent encadrer la jeunesse. Parce que sans encadrement, la jeunesse ne peut rien faire. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que je pourrais appeler, sinon qualifier de gérontocratie. Voyez-vous, généralement, dans un pays comme le nôtre, il y a un problème très sérieux qui se pose, et c'est un problème de conflit de génération. Vous avez une génération datant qui veut se maintenir dans un cadre bien précis, et vous avez une autre génération qui est étouffée. Cette génération qui est étouffée se met à fournir tous les efforts possibles pour se retrouver également dans les instances de prise de décision. Mais tellement qu'il y a ces conflits-là de génération, vous voyez que ces jeunes-là sont asphyxiés, alors que généralement, ce qui permet à ce qu'il y ait un équilibre dans un pays, c'est lorsqu'il y a les inputs et les outputs. Les uns sortent, les autres entrent. Mais cette jeunesse-là, pourquoi nous l'envoyons à l'université? Vous savez, nous tous, nous avons été modelés par l'université. Moi qui vous parle, je suis le produit de l'IPEN. J'ai fait la sociologie, d'ailleurs je suis dans ma dernière année de licence. En décembre, je vais défendre mon mémoire de licence. Et vous comprendrez que à peine sortir de l'université, il y a toute une litanie de questions qu'on se pose. Parce que l'État n'a pas suffisamment pris le temps de préparer sa jeunesse. Les coachs du développement personnel viennent de nous dire que ça ne dépend pas trop vraiment de l'État. Ça dépend vraiment, c'est une question personnelle. Non mais écoutez, il faut faire très attention parce que ça peut être une question personnelle, mais au cas où l'État, n'est-ce pas, crée des conditions à ce que cette jeunesse-là ne parvient pas à développer
hein, sa potentialité, ces compétences qui sont en eux, ces jeunes-là, et donc ça va poser problème. Et donc il faut qu'il y ait un climat favorable qui soit mis à la portée de cette jeunesse-là, de façon que lorsqu'elle sort de l'université, même pendant qu'elle est à l'université, qu'elle soit capable d'innover, qu'elle soit capable de tout faire, d'assurer un développement qui est un développement humain, un développement personnel. Voyez-vous, tout est question, n'est-ce pas, des conditions qui sont créées. Et voyez-vous, dans notre pays, s'il vous plaît, on ne va pas vraiment entrer trop en politique. Ah oui, oui, oui. Comment les jeunes peuvent prendre conscience, peu importe si l'État n'a pas disposé de tous les moyens possibles, hein, mais comment peut-on prendre conscience dans ces conditions? Moi, je pense que c'est un travail de sensibilisation et de conscientisation qui doit être fait. Nous devons sensibiliser cette jeunesse. C'est parce qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas tomber dans cette généralisation. Et cette sensibilisation doit passer par quoi? Comment? Il y a des jeunes qui sont déjà conscients. Il est là. Ce n'est pas pour rien qu'il est passé à la télévision pour parler, s'adresser à cette jeunesse-là. Voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes là. Je ne vous dis qu'on ne vient pas. Ouais, ouais. Ils sont conscients, ils sont là, mais ils sont minoritaires. Les jeunes ne sont jamais minoritaires, surtout les jeunes dans notre conscients. pays. Non mais écoutez, le développement vient d'une minorité. Ouais. Ne me dites pas qu'il faut qu'il y ait une majorité pour que le développement se déclenche. Voyez-vous, vous pouvez constituer un groupe de 3 personnes et faire changer le cours des choses. Voilà. Ok, hein? Merci beaucoup. On va vous revenir. Voilà. Monsieur Patrick. Oui, monsieur le journaliste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous les musulmans, il nous a dit rien n'est encore tard. Même quand vous venez de pécher tout à l'heure, vous pouvez vous le faire istikhar et Allah va vous pardonner parce qu'il est l'accueillir le plus grand en guerre. Et comment peut-on répondre à ces jeunes-là qui n'ont plus d'espoir, qui sont déjà, je pourrais dire, perdus? Super. Si vous me permettez d'utiliser un Non, c'est ça même le terme, parce qu'il y a exactement les jeunes qui sont perdus. Si on est perdu, c'est parce qu'au départ, on ne sait pas poser la bonne question. Donc une personne qui est perdue, ça veut dire qu'elle était sur le bon chemin. À un moment, hein, elle est sortie du chemin, c'est ça, non? Exactement. Voilà, ça veut dire qu'on ne sait pas poser la bonne question. Il y a un auteur qui a dit, le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est se relever après être tombé. Et comment peut-on poser les bonnes questions? Voilà, c'est ça même. Je m'attendais justement à ce que cette question arrive. On se pose de bonnes questions au niveau d'exploration. Ça veut dire, je dis qu'on est né avec plusieurs rêves. Beaucoup même de rêves viennent qu'ils soient venus, donc plus vite qu'ils soient venus. Mais il y a des rêves qui sont dans nos têtes, qui nous donnent toujours cette envie de les concrétiser, de le mettre en action. Ce sont ces rêves-là qui nous appartiennent. Parce que il y a un auteur en psychologie, on dit que chaque jour, il y a plus de 60 000 pensées qui nous traversent la tête. Mais on ne retient pas toutes ces pensées. On arrive à retenir 1, 2, 3 pensées qui nous passent par la tête. Ces pensées qui restent là sont là les vôtres. Alors, si un jeune ne se pose pas de bonnes questions, ça veut dire qu'il ne veut pas nécessairement ce qu'il veut de sa vie. Moi, je vais donner un cercle qui fait à ce qu'un jeune puisse retrouver sa voie, sa propre voie de la vie et pouvoir définir clairement ses objectifs. Tout commence par ce que tu aimes en général. Parce que si tu fais ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas bien le faire. Tu as noté ce que tu aimes. J'aime l'informatique, j'aime lire, j'aime écrire. Tout ce qui te passionne, ce que tu aimes, tu notes ça. Tout ce qui te passionne comme métier. Ouais, le métier que tu adores faire dans ta vie. Là, c'est la phase idéale. C'est ce que je veux de ma vie. Et une fois que tu sais ce que tu veux, tu vas te poser la question de prise de conscience. Par rapport à ce que je veux, où est-ce que je suis maintenant? L'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Tu te dis, j'adore ceci, j'aime faire cela, j'aime faire ceci. Mais à ce niveau-là, à ce stade-là où je suis, par rapport au stade que je vais, là on parle du niveau réel et idéal. L'idée, c'est quoi? Et la réalité, c'est quoi? Une fois que tu connais la réalité, tu peux maintenant savoir à quoi tu vas t'instruire. Tu dis, j'aime l'informatique, elle me passionne, mais je ne connais pas l'informatique. Ça veut dire, l'idéal est que tu aimes l'informatique, mais la réalité est que tu ne connais pas l'informatique. Alors, si tu connais déjà que c'est ta passion, pourquoi tu ne peux pas commencer à apprendre maintenant l'informatique? J'espère que vous allez me dire que peut-être il n'a pas d'argent pour aller... Justement, c'est où j'allais arriver. C'est sûr. Et je vais directement répondre à cette question parce que on a fait un constat après nos enquêtes. On descend sur ce terrain pour savoir si je te recharge 2 gigas maintenant, qu'est-ce que tu peux bien faire avec ça?
qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, TikTok. Je vais être sur TikTok du matin jusqu'au soir. Comment tu veux que ces jeunes puissent changer alors que tu lui as dit je t'envoie 2 gigas, lui a priorisé TikTok? Bah, peut-être par exemple sur TikTok, il y a aussi des pasteurs qui sont là-bas. Ok, super. Maintenant, vous allez ramener des questions en question. Je vais continuer pour dire qu'est-ce que tu aimes sur Continuez, TikTok. s'il vous plaît. Ouais, il va se dire que j'aime l'humour, c'est vrai. Et on est bien maintenu dans des réseaux pour ne rien faire d'important. P sont ceux qui te répondent. Waouh, d'ailleurs j'avais un cours que je voulais suivre hier, mais mon forfait était épuisé. Si tu m'envoies vraiment des gigas, je vais télécharger les cours là pour les suivre. L'auto-formation. Cette jeunesse qui doit prendre conscience avec l'auto-formation, même sans moyens. Sans moyen avec la banditisme, je peux dire ça comme ça. On peut... Parce que demander à chaque fois à une personne... Bon, en quelque sorte, demander pour une bonne raison. Mais Parce que ça ne change pas, c'est toujours la même synonyme. c'est pas le banditisme. Quand une personne te dit, mon frère, je vais suivre un cours, mais je plie des forfaits. Moi, si demain, je peux te dire la même chose. Mais si c'est pour une bonne cause, je peux t'aider. Mais ça peut pas être répétitif à chaque fois quand même. C'est pas répétitif. Alors, je vais dire qu'on Mais apprend si vous pas... n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de demander à chaque fois. On n'apprend pas seulement en demandant. On peut apprendre de sa propre expérience et de l'expérience des autres. Moi, je vais vous dire une chose. Je peux dire que l'entourage est un problème pour l'épanouissement de la jeunesse. Parce qu'il y a un auteur qui a dit, on ne peut pas prétendre devenir entrepreneur alors qu'on traîne avec les gens des ivrognes. Parce qu'on dit, lorsque tu traînes avec 5 ivrognes, le 6e ivrogne sera toi. Mais si tu traînes avec 5 entrepreneurs, tu deviens le 6e entrepreneur. Ouais, c'est comme si je voyais un jeune passionné du football, mais tous ses amis sont les basketteurs. Comment tu vas développer ta passion? Là, vous revenez, vous êtes Joseph Kabila qui dit je ne pars ici parce que je n'avais pas 15 bonnes personnes à mes côtés. À mes côtés, l'entourage compte parce qu'on dit la qualité de notre vie dépasse souvent de la qualité de notre entourage. Est-ce que nous sommes entourés de bonnes personnes qui nous poussent vers les hauts? Cette jeunesse doit prendre conscience. Je vais ajouter l'exploration. L'exploration, il a posé la question qu'est-ce que je veux de ma vie? La prise de conscience. Il a évalué l'idéal de la réalité. Il sait maintenant qu'est-ce qu'il doit apprendre. Là, on passe dans la phase de l'instruction. Tu y apprends. Une fois que tu y apprends, tu as toutes les connaissances, les bases possibles. Tu peux maintenant passer à la consolidation. Ça part du principe de si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras les résultats que tu as toujours obtenus. Parce que la folie, selon Albert Einstein, c'est continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Si on ne change pas de comportement, c'est compliqué. Il faut faire différemment des choses pour obtenir de nouveaux résultats. Merci beaucoup, coach. Merci, coach. Monsieur Samson, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que le président Alain Bolodja, monsieur Eric Pinda, les Von et Bâtissons ont prévu pour récupérer ces jeunes-là? Bon, nous sommes de ceux-là qui pensent que nous devons beaucoup plus investir dans notre jeunesse parce que nous considérons que cette jeunesse-là... Investir comment? Investir dans notre... Il y a trop d'investissements. Le chef de l'État congolais, le président Félix Tshisekedi, il y a aussi une agence là. Non, qui se préoccupe des jeunes. Il y en a aussi partout en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'ai un ami au Sénégal, il travaille dans une telle structure. Non, mais il faut aller voir ce qu'ils font pour apporter des jugements. Évidemment, justement, c'est là où je suis. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que l'EBA, à lui seul, comme parti politique, comme un vecteur de changement, a prévu pour récupérer ces jeunes-là? Non, vous savez, nous, dans notre parti politique, nous avons des priorités. Et la priorité première, c'est l'encadrement de cette jeunesse-là. Parce que nous considérons que le changement de ce pays en dépend. On ne peut pas prétendre développer ce pays sans investir dans cette jeunesse-là. Et c'est pour cela, comme parti politique, dans nos objectifs, nous pensons qu'il faut que cette jeunesse-là soit encadrée. Il y a des formations que nous organisons au bénéfice de nos jeunes qui sont dans notre parti politique. Nous les encadrons, ils bénéficient de toutes ces formations-là et nous pensons avec ça, cette jeunesse-là peut demain après demain être capable de relever les défis. Vous savez, le problème est très profond. Notre ami a évoqué beaucoup de points qui sont très importants. Vous savez, il y a une sagesse qui nous dit que tout ce qui est fait pour moi, sans moi, c'est fait contre moi.
Voyez-vous, c'est pour dire que cette jeunesse-là... Mais rien n'est fait sans les jeunes ici en Afrique. On Non, voit mais... surtout avec vous les partis politiques. Non, mais c'est dommage nous avons de dire ici... ça. Attendez, s'il vous plaît. Au Congo, nous avons les premiers ministres, c'est un jeune. La plupart des gens du gouvernement congolais sont des jeunes. Non, là, vous évoquez une autre problématique parce que là, vous nous permettez d'entrer dans... Non, je ne vous permets pas, je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple que la plupart des partis politiques, la plupart par exemple, nous avons ici au Congo, la plupart des entrepreneurs, des grandes personnalités, ce sont des jeunes. Comment vous pouvez dire que les partis politiques, tout ça, mais c'est vous qui êtes les responsables de tout ça? Ou quoi? Parce que au gouvernement, il y a des jeunes. Dans presque tous les pays, au Sénégal, au Mali, non, partout, justement au Burkina Faso, nous avons vu le président Ibrahim qui vient de faire le coup d'État. C'est un jeune. Non, il y a eu Thomas Sankara ici au Congo. Nous avons eu monsieur Emery Patrice Lumumba. D'ailleurs, c'est ce modèle-là, c'est cette jeunesse-là que nous avons besoin dans notre pays. Vous savez, il y a des gens qui doivent nous servir des modèles. Vous avez évoqué des grandes personnalités de ces pays, des panafricanistes, des jeunes panafricanistes bien évidemment, qui ont lutté effectivement pour un changement radical. Vous avez évoqué Emery Patrice Lumumba dans notre pays. Il y a aussi Joseph Kabila qui est devenu président à l'âge de 29 ans, première d'Afrique. Nous parlons des panafricanistes jeunes qui ont, n'est-ce pas, qui ont lutté pour le changement radical des pays africains. Vous avez cité Emery Patrice Lumumba. Mais au-delà de lui, ils sont nombreux. Vous allez en Libye, il y a le président Mohamed Kadhafi. Vous allez en Afrique du Sud, il y a Nelson Mandela et tant d'autres. Donc il y a beaucoup de jeunes panafricanistes à son temps qui ont lutté justement pour l'avènement des indépendances dans les années 1960, avant ou après les années 1960. C'est pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui doit se servir des modèles, doit chercher les modèles. Et pour nous, nous pensons qu'il faut revenir aux idéaux de nos pères fondateurs. Parce que c'est nos pères fondateurs, les fondateurs du panafricanisme, pour la plupart, c'était des jeunes. Et ce sont des gens qui se sont battus, ce sont des gens qui ont consacré leur jeunesse pour que nos pays soient là où ils sont aujourd'hui. Je parle généralement de nos pays africains. Vous savez, le problème est très profond. Nous sommes des universitaires, tels que nous sommes là. Et la plupart de la population universitaire, c'est une population jeune. Et cette population-là, quand vous regardez bien les objectifs même de l'université, vous allez voir que le dernier objectif, c'est permettre à ce que c'est un objectif qui permet à ce que ces produits-là finis, ces produits qui viennent fraîchement de l'université, demain après demain, qu'ils se mettent, n'est-ce pas, au service de sa nation. Parce qu'on estime qu'à l'université, ces jeunes-là ont appris des connaissances. Mais ces connaissances-là ne doivent pas rester en eux. Ils doivent mettre leurs connaissances au service de la nation. Et lorsque ces connaissances-là ne sont pas mises, n'est-ce pas, au service de la nation, justement parce qu'il y a des mauvaises conditions qui sont créées, moi je pense que les jeunes ont de quoi, n'est-ce pas, se remettre en question, parce qu'on ne peut pas continuer dans un système qui, probablement, quand vous regardez très bien, étouffe cette jeunesse-là, de connaître son émergence. Et donc c'est là où il y a un très sérieux problème. Chitela, vous avez fini, monsieur Patrick. Parlons d'abord les cas des filles. Les filles, je ne sais pas comment dire, les filles panafricaines, les filles congolaises, sénégalaises, ivoiriennes. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'elles? Ils sont sur TikTok, vous venez d'évoquer la majorité de ceux qui fréquentent les TikTok, on ne fait pas de publicité ici, ce sont des jeunes filles panafricaines. Ouais, le problème c'est la famille. Moi je vais mourir avec la famille parce que il y a des parents qui ont fait comprendre aux filles que dans la vie pour toi il suffit que tu puisses connaître faire le ménage
tu sais, faire la cuisine, faire la Mais lessive. elles sont nombreuses à l'université, à l'école, à l'église, partout, elles sont nombreuses. Ouais, mais peu de filles Comment les sont... parents peuvent leur apprendre à faire les ménages et, Ouais. et leur envoyer encore à l'école? Peu de filles sont celles qui prennent vraiment au sérieux le fait d'être à l'université. Donc, elles peuvent être à Mais l'université, ça n'apprennent pour pas. ça, Ouais, c'est vrai. Alors que moi, je souhaiterais me réveiller un certain matin et trouver des femmes entrepreneuses. Donc, des femmes qui travaillent sur l'entrepreneuriat, les femmes qui créent des entreprises, des ONG. Ça me fait du bien parce que la femme, hormis le fait, moi, je ne soutiens pas personnellement la parité, mais je sais que la femme aussi a un rôle très Ah bon, important. vous ne soutenez pas la Je parité? ne soutiens pas la parité. C'est que je sais que la femme est importante dans la société, mais elle n'est pas à l'égard de l'homme. Et c'est que je vais Les savoir... mamans ne seront pas contentes de vous. Non, les mamans elles-mêmes, elles savent que l'instruction divine, elle sait qu'elle doit être totalement soumise à son mari. Mais les femmes, on parle de jeunes filles qui sont distraites. Les jeunes filles qui pensent que leur place c'est seulement la cuisine. Les jeunes filles qui pensent qu'il suffit de finir ses études et avoir un homme riche et se marier. Je vais leur dire qu'actuellement, c'est pas un monde où la femme devait seulement rester à la maison et laisser l'homme travailler. Il y a la modernité, il y a l'avancement, l'épanouissement, les progrès. Ça demande que la femme ait cette conscience, un challenge quelconque, une responsabilité quelconque à assumer, à aider sa femme, son mari. Moi, je croyais peut-être qu'il y ait des jeunes filles qui sont avec des hommes et qui aident ces hommes avec les idées pour promouvoir leurs projets. Évidemment. Une femme consciente, c'est cette femme qui, elle est avec un mec, elle est avec un garçon, par exemple dans leur période de fréquentation, et qui reste là à l'aider, à le soutenir. Pas à lui Non, pas le soutenir. Venir entreprendre au lieu d'entreprendre avec cet homme. C'est pourquoi j'aime une dame, c'est Janine Zézé qui a Janine dit... Mabunda. Non, Janine c'est une Ivoirienne. Je vous salue, madame Janine Mabunda. Je vous salue. Cette dame, elle a aidé qui est Elimbe, qui est Flavie Lombe, je vous salue également. Merci. Et cette dame, elle est directrice de cartonne. Naomi, une grande dame de Tchangou, elle cartonne très bien là-bas à Kinshasa, à Tchangou. Je vous salue également, c'est des grandes dames. Et surtout que vous parlez des grandes dames. Donc, les grandes dames, on est en train de parler de la jeunesse féminine. Et cette femme, elle dit, l'homme ne doit pas travailler pour sa femme. Il ne doit pas investir pour sa femme, mais il doit investir avec sa femme. Moi, je ne peux pas conseiller un jeune garçon à sortir toutes ses économies et donner à une fille. Moi, je dis aux filles... De l'amour. Non, c'est pas ça. L'amour n'est pas quand tu fais par de l'argent. Le fait, on dit que les jeunes garçons cherchent des jeunes filles pour les connaître. Aux filles, on donne des conseils, mais aux femmes, on peut donner de l'argent. Cette femme qui a l'esprit d'entrepreneuriat, lui donner de l'argent n'est pas une perte. Mais à cette jeune fille qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle-même, à sa propre vie, au dernier téléphone qui sort sur le marché, à comment s'habiller, à passer ses soirées, comment on peut appeler ça une femme? Non, c'est pas logique. Et si un homme peut être sage, intelligent, il doit chercher à ce que sa femme lui ressemble. Parce que quand l'instruction divine a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les deux feront une seule chair. Ça veut dire qu'ils vont se ressembler justement. Merci beaucoup, monsieur Samson. Les vônes bâtissons, c'est pas les vônes bâtissons. Est-ce que vous avez des jeunes femmes, des jeunes filles? Oui, nous avons de jeunes filles qui sont totalement engagées et qui pensent qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans la société. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de prêcher à cette jeunesse-là féminine. Vous savez, aujourd'hui, bon, quand bien même il faut le dire, nous avons eu dans notre parti à organiser, c'était une conférence de presse, bon, je crois une conférence de débat, où nous avons parlé autour de la parité hommes-femmes. La parité hommes-femmes, nous en avons évoqué, mais il faut, notre ami a évoqué... Soyez bref, s'il vous plaît, nous sommes déjà vers la fin. Notre ami a évoqué un point très important. Comme nous parlons de la parité ne doit pas se concevoir comme une sorte de cadeau. La parité doit plutôt se concevoir en termes de méritocratie. Nous pensons et nous reconnaissons que les femmes ont aussi à leur niveau un grand rôle à jouer dans la société. Mais cela doit se prouver par des compétences qu'elles détiennent en elles. Ce n'est pas le simple fait de reconnaître que les femmes
doivent être égales aux hommes. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au regard des compétences dont les femmes possèdent, à ce moment-là, elles peuvent prendre place sur la table. Non, elles peuvent prendre place sur la table. Dernière question. Qu'est-ce qui doivent être les centres d'intérêt qu'est-ce qui doit être les centres d'intérêt des jeunes? Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, moi, je pense que les centres d'intérêt pour nous tous, c'est la nation. C'est la nation qui doit être notre centre d'intérêt. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui se met au service de la nation. Cette nation congolaise, de manière particulière, et la nation africaine a besoin de cette jeunesse. Donc, les écarter des partis politiques pour qu'ils soient focus. Non, mais apparemment, vous avez une connotation négative par rapport aux partis politiques. Mais c'est ce que nous voyons avec le polo, partis politiques dans des 10 000, c'est tout? Non, ce ne sont pas tous les partis politiques qui font comme ça. D'ailleurs, c'est pour cela, à notre niveau, nous prenons la disparition de tous les partis politiques. Merci beaucoup. Et nous envisageons, on va y revenir la semaine prochaine. Nous envisageons qu'il y ait la création de nouveaux partis politiques, des partis politiques qui, cette fois-ci, vont, n'est-ce pas, servir réellement la nation. Patrick, nous sommes déjà à la fin. Veuillez passer vos coordonnées. Et puis, dites-nous qu'est-ce qui doivent être les centres d'intérêt des jeunes. Et puis, à la fin, vous passez vos coordonnées. Voilà, les centres d'intérêt, personnellement, c'est... Les jeunes doivent se mettre au centre du développement. Je ne peux pas oublier de... développement panafricain. Oui, panafricain. Je ne peux pas... Est-ce vous, en tant que coach du développement personnel, l'État doit vous associer Sûrement. Moi, je ne pouvais pas finir cette émission sans dire que pour qu'un système éducatif devienne complexe, il faut qu'on y insère les cours du développement personnel pour apprendre à ces jeunes à gérer ou à surmonter quelques émotions, quelques peurs. Et le centre d'intérêt, c'est la jeunesse. Si je peux donner un coordonnées. Oui, vas-y. Justement, parce que j'accompagne le jeune au coaching personnel, privé, dans l'entrepreneuriat ou la prise de conscience. S'il y a tout contact, ce sera au numéro 081 61 83 495. Si on appelle à ce numéro, ils vont bénéficier du coaching personnel privé dans diverses situations qui touchent la jeunesse actuellement. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Samson. Merci à vous également. Achetez les livres. Ingénieur David, s'il vous plaît, mettez-moi ce livre-là. Ingénieur David, s'il vous plaît, mettez-moi ce livre-là Ma vie, mon première entreprise et mon capital. Livre du développement personnel du docteur Michel Mouvoudi. Procurez-vous-en, c'est à Kinshasa. Je vais vous donner les numéros pour que vous achetez ça, lisez ça. C'est un livre très passionnant. Je vous donne les numéros. 099 95 53 642 09 99 55 36 42. Achetez les livres, c'est une livre passionnante. Si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez réussir votre entreprise, votre capital, votre vie, procurez-vous ces livres, c'est un livre très important. Derrière la caméra, nous avons ingénieur David à la régie, ingénieur Omega. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Africa Emergence TV. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Suivez-nous chaque vendredi à 18h, chaque lundi à 18h sur WEMSA Télévision. Au revoir.